Merci, cher collègue. La parole est maintenant à Monsieur Jean-Yves Leconte pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, avant de commencer mon intervention, et même si je partage, et nous partageons, je crois tous, l'invitation du Président Cambon à regarder l'avenir, non pas face à face avec la Russie, mais côte à côte avec la Russie, je crois qu'il n'est pas convenable que dans cette enceinte, nous entendions une ode à l'invasion, à l'annexion, à la violation du droit international et à la violation des droits humains des citoyens ukrainiens de Crimée. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble, elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord des solidarités de fait. Ce discours de Robert Schuman le 9 mai 1950, tout le monde le connaît. Et je crois que le Brexit montre les limites de cette méthode. Car même si nous constatons que nous avons intérêt à ne pas nous séparer, que nous sommes si interdépendants, que nous aurions tous mal à nous séparer, nous allons probablement le faire quand même. Parce que finalement, si les liens d'interdépendance, les solidarités qui ont été créées ne s'accompagnent pas d'un supplément d'âme qui donne la volonté et la joie d'être ensemble, alors le danger de la séparation, de la déconstruction arrive petit à petit. Et ce que nous vivons avec le Brexit, c'est aussi un enjeu majeur pour l'ensemble de la construction européenne à l'avenir. Et pourtant, au regard de ce que nous attendions, de ce que les commentateurs disaient, le résultat des élections européennes a défié les pronostics les plus pessimistes. D'abord, une participation plus importante et plus marquante, montrant l'importance que les citoyens donnaient à la construction européenne. Deuxièmement, l'émergence d'une opinion publique européenne avec deux composantes. L'une très favorable, écologique, vecteur d'espoir, et l'autre nationaliste, xénophobe, qui, si elle nous inquiète, montre que des débats, des peurs que nous avons sur le continent traversent les frontières et se retrouvent partout dans l'ensemble de nos pays. Enfin, si le PSE et le PPE n'auront plus de majorité ensemble, c'est aussi un moyen pour que, finalement, le Parlement européen soit un peu moins dominé par les accords pris au Conseil européen. Ce sont de bonnes nouvelles et qui invitent à travailler à la démocratisation de l'Europe, qui est la condition de sa future stabilité. Face au Conseil, qui représente la somme des intérêts nationaux, le Parlement européen a la lourde tâche de représenter l'intérêt général de l'Union européenne et de ses citoyens. Il faut le conserver, il faut avoir cette idée en tête au moment des choix des différentes personnalités. Le Conseil des 20 et 21 juin dernier, en simplifiant, je ferai 3 remarques. Le premier, ça a d'abord été un débat de personnes et de postes, plutôt qu'un débat d'idées. Deuxièmement, l'Allemagne et la France ont plutôt mis en scène leur désaccord que d'essayer de travailler ensemble à servir l'intérêt général. Enfin, en refusant l'idée que le Parlement européen puisse, par une majorité, choisir le président de la Commission, la France revient sur l'acquis démocratique qui a été mis en œuvre en 2014 et qui a permis à une majorité du Parlement européen de choisir le président de la Commission européenne. Le président de la République, en Europe comme en France, refuse de reconnaître le rôle, la responsabilité des partis politiques dans la vie démocratique. À Paris comme à Bruxelles, cette attitude est un risque. Le processus de nomination, pourtant, en Europe, il passe quand même par une majorité au Parlement européen. Quel que soit ce que décideront le Conseil, il faudra qu'il y ait une majorité au Parlement européen pour le décider. Quelle que soit la manière dont chaque État décidera de ses commissaires, ce n'est pas chaque État qui envoie un commissaire à la Commission. C'est un accord entre le président de la Commission et les États qui permettra de constituer une commission. Et Madame la Ministre, nous souhaiterions avoir votre engagement que l'ensemble de la commission sera solidairement et politiquement responsable et pas composé de représentants des États. C'est absolument indispensable d'avancer sur cette voie-là. Je rappelle que l'ensemble des commissaires devront, un par un, être auditionnés et validés et confirmés par le Parlement européen. Je disais débat de personnes plutôt que débat sur le projet, mais en réalité, il y a un petit projet, celui, le programme stratégique qui a été opté par ce Conseil. Mais regardons-le plus en détail. Une ambition écologique très en deçà de ce que les citoyens européens ont exprimé lors des élections. Peu sur les moyens pour atteindre cette ambition d'exemplarité climatique et cette neutralité carbone. Rien sur la manière dont cette exemplarité sera utile pour faire évoluer l'ensemble de nos partenaires commerciaux. Nous sommes la première puissance commerciale du monde. Nous avons une responsabilité particulière pour que l'ensemble du commerce prenne la voie d'un commerce neutre en carbone. Et
sans se refermer sur soi-même, mais au contraire, en profitant de notre place dans le commerce mondial pour faire la norme et faire en sorte que le commerce mondial soit plus vertueux et mieux, et tendre vers la neutralité carbone. Et nous devons travailler à ça avec nos partenaires commerciaux. Rien sur la défense du droit d'asile, qui est le fruit de notre histoire, des promesses de nos anciens de ne jamais revoir les horreurs que nous avons vécues sur le continent, un engagement pour une Europe humaniste, combattante pour la liberté. Rien dans ce projet stratégique des prochaines années, alors que nous le savons, la question du droit d'asile est au cœur des négociations entre les États européens aujourd'hui. L'inquiétude sur l'idée que l'Union se fait de son rôle à ses propres frontières. Nous ne pourrons jamais progresser dans l'approfondissement politique de l'Union européenne si nous laissons des parties entières de nous-mêmes au-delà de nos frontières. Je pense en particulier à la Macédoine, qui a fait avec la Grèce de gros efforts ces derniers mois et qui devrait être saluée. Pourtant, le Conseil des ministres des Affaires étrangères n'a pas mis à l'ordre du jour du Conseil européen l'avancement et l'ouverture des négociations avec la Macédoine. Au lieu du budget de la zone euro, on se contente d'une petite ligne de crédit dans un projet de cadre financier pluriannuel qui n'a pas avancé au cours de ces négociations. Rien sur l'enjeu du vieillissement de la population qui pèsera sur notre croissance, mais aussi sur notre capacité d'innovation et sur notre capacité de remettre en cause nos habitudes face aux exigences climatiques. Rien sur l'amélioration des ressources propres de l'Union européenne, alors que le prochain cadre financier pluriannuel est difficile à mettre en place parce que, justement, chaque cadre financier pluriannuel fait de plus en plus appel aux ressources des États plutôt qu'aux ressources propres et qu'il conviendrait de modifier cette évolution des choses. Rien sur la manière dont l'Europe, première puissance commerciale du monde, pourrait envisager de faire face à l'extraterritorialité des lois américaines qui violent notre souveraineté, le droit international et aujourd'hui menacent aussi la paix. Rien de bien concret sur l'évolution à la politique de concurrence qu'il convient de mettre en place pour répondre aux problèmes que nous avons constatés lors du projet de fusion Alstom-Siemens, alors que la Commission n'a fait que dire le droit. Madame la ministre, les élections européennes ont souligné que les Européens étaient plus attachés qu'on ne le pense à l'Europe, plus convaincus qu'on ne le disait quelle est la dimension adéquate pour faire face aux défis de demain, et en particulier aux défis climatiques, mais je pense aussi au défi de la gestion de la donnée, qui n'est pas terminée parce qu'on a mis en place la RGPD et qui est une condition absolument essentielle de notre liberté pour demain. L'Europe, c'est la chance pour les Européens de ne pas se chamailler, de ne pas être des spectateurs de l'évolution du monde, mais d'être ensemble un acteur. Nous avons aujourd'hui la force commerciale de pouvoir faire la norme, de pouvoir peser sur l'ensemble du monde. Les États membres, plutôt que de continuer à défendre les intérêts nationaux, devraient être à la hauteur de ce que les citoyens européens ont dit lors de ces élections, en participant plus qu'on ne l'attendait et en montrant qu'il y avait l'émergence d'une opinion publique européenne auquel aujourd'hui il convient de répondre. Et pour cela, Madame la Ministre, les États membres doivent être à la hauteur des attentes des citoyens européens, de ce qu'ils ont exprimé lors de ces dernières élections européennes. Ce n'est pas le sentiment que nous avons eu au regard du Conseil du 20 et du 21 juin dernier, où les États membres ont plutôt continué à défendre leurs intérêts particuliers, les postures de leurs chefs d'État et de gouvernement, et cela nous inquiète pour l'avenir de la construction européenne. Nous ne pouvons pas faire la démocratisation de l'Europe sans les partis politiques. Nous ne pouvons pas avancer sans respecter une majorité au Parlement européen. Nous ne pourrons pas faire en sorte que cette démocratisation se fasse si la Commission continue à être un autre club, comme le Conseil européen, avec des représentants des États. Non, la Commission doit être solidairement responsable, choisie par son président, validée par une majorité au Parlement européen, et être porteur d'une politique qui ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais qui sera le choix de la majorité des Européens. Ce sera beaucoup plus difficile que les fois précédentes, parce que les majorités au Parlement européen seront plus compliquées. Mais c'est aussi pour cela que la démocratisation de l'Europe est possible aujourd'hui, lors de cette législature, et qu'il est de notre responsabilité de la réussir. Mais pour cela, il faut que les différents gouvernements soient à la hauteur des attentes
du moment et de la gravité de la situation internationale et des défis que nous avons à remplir. Nous ne sommes pas sûrs que la chose, au-delà des paroles, cela soit bien compris au regard des attitudes des uns et des autres lors du dernier Conseil, mais sait-on jamais, peut-être que cela évoluera.